Bonjour à tous. Cet été, il y a eu plusieurs actualités. Léon Marchand, Deadpool contre Wolverine et le Royaume-Uni. Alors, vous avez suivi, puisque vous êtes sur les réseaux sociaux, cet été, le Royaume-Uni il s'est enflammé un peu, et on peut dire qu'on est passé assez proche d'une guerre ethnique pendant ces émeutes. Et là, vous allez me dire, peut-être que c'est une sainte punition pour avoir cassé les couilles à l'empereur pendant 15 ans. Peut-être avez-vous raison. Toujours est-il que, aujourd'hui, on va essayer d'analyser cette crise et voir ce qu'elle peut révéler de la société anglaise, voire même des sociétés occidentales. Et on va répondre à toutes vos questions sur le sujet. Les émeutes anglaises, causes et conséquences, c'est parti. Salut à tous. La vidéo du jour, elle est sponsorisée par Ideoshock. Et si vous ne connaissez pas Ideoshock, sachez qu'Ideoshock pourrait changer votre quotidien comme c'est une marque, comme elle l'a fait pour moi. Vous le savez, moi je suis un peu occupé. Je suis en vadrouille à droite à gauche, t'as reconnu l'équipe. Et donc du coup, j'ai pas forcément le temps de lire des livres qui sont essentiels à notre culture générale, voire même à l'élévation qu'on veut de nous-mêmes. Et parfois même, t'as des livres que t'as lus et que t'as un peu oubliés. Enfin bref, ça te fait beaucoup de livres à rattraper. Eh bien, Ideoshock est justement fait pour ça. Sur une plateforme qui est dédiée, chaque semaine, vous découvrez des podcasts qui résument un livre à son idée essentielle. Des livres d'histoire, des livres de philosophie, des livres de politique. Vous trouverez de tout sur Ideoshock. C'est l'outil idéal pour tous les jeunes qui veulent se former rapidement. Imaginons que vous vouliez lire un livre à la fois compliqué et très long. On pense évidemment à Nietzsche. Vous pouvez très bien écouter un podcast qui résume par-delà le bien et le mal. Livre très technique. Et quelque part, c'est l'avantage d'Ideoshock. Chaque podcast dure maximum 25 minutes et vous permet rapidement et objectivement de connaître la pensée d'un auteur. Et chaque semaine, en plus, vous découvrez de nouveaux livres, le catalogue grossit sans cesse, tout comme moi, et ça c'est top. Ideoshock, c'est un peu une contre-école. C'est une plateforme de formation pour développer des arguments à nos adversaires politiques. Abonnez-vous dès maintenant sur Ideoshock pour 8 € par mois. 8 € par mois pour 4 podcasts mensuels et déjà 40 titres disponibles. Ça vaut vraiment le coup. C'est mieux que Netflix, plus intelligent et un tout petit peu moins woke. En plus de ça, avec le code Georges, vous pouvez profiter de 10% de réduction. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, ce qui peut arriver, vous pouvez essayer la plateforme pendant 14 jours avant de demander un remboursement. Merci à Ideoshock d'avoir sponsorisé ce contenu et on se retrouve pour la vidéo. Et alors, pour comprendre ces émeutes, il faut qu'on fasse le récit des événements. On est le 29 juillet dernier à Southport et un Rwandais de 17 ans, Axel Ruda Kubana, attaque un groupe d'enfants pendant une séance de danse sur le thème de Taylor Swift. On y reviendra. L'attaque est évidemment atroce, puisqu'on touche à ce qu'il y a de plus pur dans une société, à savoir des enfants. Cette attaque, elle va faire 3 morts, Bébé King, Elsie Stancombe et Alice Oguar, respectivement 6, 7 et 9 ans. D'autres enfants sont blessés, donc on va avoir 8 enfants blessés et 2 adultes, dont certains très grièvement. Au moment de l'attaque, l'identité du tueur, elle n'est pas connue. Et c'est un peu ce qui va entraîner dans un premier temps ces émeutes, puisqu'on va spéculer sur les réseaux sociaux, sur l'identité de l'auteur qu'on imaginera provenir d'une autre communauté pakistanaise pour ne pas la nommer. Là encore, cette spéculation ne tombe pas du ciel, on y reviendra. Un mot rapide sur l'auteur de cette attaque, c'est un Britannique de parents rwandais, né à Cardiff, une personne réputée assez calme, voire un autiste chelou. Et alors ce qui est intéressant, c'est que il y a un invariant dans les médias occidentaux, ça va consister à dire que ce mec-là a attaqué des gens totalement au hasard, ce qui ferait de lui un fou, un dérangé psychiatriquement, et quelque part, le récit derrière, c'est la faute du pas de chansistan. Moi, j'ai un peu de mal avec tout ça, je vais vous expliquer pourquoi. Alors certes, c'est évident, pour buter des gosses, qui plus est, pour buter à l'arme blanche des gosses, faut avoir un petit problème. Ok, on est d'accord avec ça. Mais le Rwandais ne s'attaque pas à des gens totalement au hasard. C'est pas, il est dans un centre commercial et il se met à chlasser femmes, enfants, vieillards, noirs, blancs, jaunes, juifs, musulmans, bouddhistes ou athées. Ce qui serait, en l'occurrence, cette attaque-là, elle serait totalement imprévisible et totalement aléatoire. Là, ce mec-là, il s'attaque à des enfants blancs. Il a une cible très claire, quasiment une cible pensée très clairement. L'attaque est une attaque qui est donc raciste, perpétrée par un fou, certes,
mais on fout pas, on s'en branle. À mon sens, c'est le mobile qui est intéressant parce que ce mobile-là, le mobile de cette attaque sur des enfants anglais, il est éminemment ethnique. Et c'est aussi pour ça que les émeutes vont se lancer. Qu'on sache ou non l'identité du tueur, il y a quand même une émeute. Puisqu'à la base, ces émeutes-là, c'est des émeutes contre l'insécurité. Insécurité liée aux attaques au couteau, liée aux guerres des gangs en Angleterre, liée aux terroristes ou liées à des fous qui attaquent des gosses. On s'en branle. Et c'est pour ça que quand on va révéler la vraie identité du tueur, elle ne va pas calmer les émeutes, puisqu'il aurait pu être suédo-malgache ou apatride, ça aurait été pareil. C'est l'insécurité, d'où qu'elle vienne, qui est critiquée dans ces émeutes, en tout cas dans un premier temps. Dans les jours qui suivent, la chanteuse Taylor Swift, qui était à l'honneur, je vous rappelle, dans la séance de danse où il y a eu les victimes, lance une cagnotte qui récolte en 10 jours 300 000 livres pour les victimes. Mais alors, avant de voir pourquoi cette attaque très spécifique va entraîner des émeutes nationales dans tout le Royaume-Uni, il faut voir le contexte de cette attaque. Parce qu'en soi, c'est un peu triste à dire, mais des attaques au couteau, il y en a. Des attaques qui tuent des enfants, il y en a. Qu'est-ce qui fait que, durant l'été 2024, les Anglais, ils ont dit « no, no, no ». Déjà, sans être marxiste, chaque contexte, que ce soit d'une émeute, d'une révolution ou d'une guerre, est avant tout un contexte économique. Aldostérone a très bien expliqué l'augmentation du coût de la vie anglaise, mais ce qu'il faut retenir concernant le contexte économique de cette attaque, c'est que l'inflation dans le pays est très haute. Pour vous donner une idée, on était aux alentours de 7% pour la période de l'été 2024. Deux secteurs sont particulièrement touchés, la santé et l'éducation. En fait, la situation économique anglaise est le fruit de 3 crises, 2 mondiales et une nationale, la crise du Covid que tout le monde a connue, la crise des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine et évidemment le Brexit. Quand on regarde le taux de chômage, on se dit ça va. Ils s'en sortent plutôt pas mal, ces Anglais, avec un chômage à 4%. Erreur, effectivement, les Anglais sont embauchés, mais ils travaillent autant, voire plus, et ils perdent en pouvoir d'achat. Et cette situation touche en premier lieu la classe ouvrière et moyenne anglaise. Et c'est ces classes-là qui descendront dans la rue durant ces émeutes. Donc la crise, elle touche les Anglais. Mais c'est pas tout, et c'est même selon moi le facteur le moins important des 3. Parce qu'il y a 2 autres facteurs qui sont importants. Le moins important, alors évidemment, mais pour que vous compreniez l'ampleur de la pauvreté en Angleterre, un Anglais sur 5 vit sous le seuil de pauvreté aujourd'hui, en fait, concrètement. Alors qu'en France, on est sur 1 pour 8. L'autre élément à prendre en compte avant de voir comment cette attaque au couteau a fait basculer le Royaume-Uni dans un quasi-chaos, c'est le politique. Politiquement, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez souvent, si vous êtes abonné à des applications d'information, vous avez souvent une notif sur votre portable, genre « Oh, il y a un nouveau Premier ministre au Royaume-Uni. Oh, c'est marrant ça. » Oui, sauf que depuis le Brexit, en 2016, il y a eu David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak et Keir Starmer. Imaginez qu'en France, on ait eu 6 présidents différents. Ça porte un nom, ce phénomène, ça s'appelle de l'instabilité politique. Et la politique, vous le savez, puisque j'en parle assez souvent sur cette chaîne, c'est la délégation. On a une demande, en tout cas le peuple a une demande, et le peuple délègue cette demande à des représentants qui porteront notre voix et notre demande sur la place publique et à terme accéderont à cette demande. Les Anglais, ils ont vu une équipe de bras cassés se succéder sans répondre à leur demande. Et ils se disent que la seule façon de se faire entendre, c'est de descendre dans la rue. En juillet 2024, les Anglais ont élu un homme de gauche, Keir Starmer. Problème, le Keir n'a fait qu'augmenter et qu'aggraver les problèmes. Déjà, il a été élu sur un programme économique ultra ambitieux et très prometteur, mais il a quasiment tout renié une fois au pouvoir. Donc il y a une crise en Angleterre. Il y a une crise qui est économique, je vous l'ai dit, mais il y a aussi une crise politique. Et cette crise politique, elle prend racine quelque part sur la crise des services publics. On a des hôpitaux surchargés, des prisons pleines, un système de justice complètement à la rue. Et Keir Starmer, quelque part, il a été élu pour contrer ces problèmes-là. Sauf qu'il n'a strictement rien fait. Les Anglais continuent de payer une couille et demie leur consultation chez le médecin et à avoir des queues dignes des meilleures heures de l'ERSS pour aller chercher un travail. Donc là, ils se disent... Économiquement, ça va pas fort. Politiquement, ça va pas fort. Ça commence à me péter les couilles. Et si on veut être un peu taquin, et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à voir le lien qu'on va avoir entre ces émeutes-là et l'antifascisme, c'est que faut comprendre que les Anglais blancs pauvres, qu'on appelle les chavs là-bas, sont de loin une classe qui est
complètement délaissée par le gouvernement anglais. En 2020, 13% des blancs pauvres faisaient des études supérieures contre 59% des noirs pauvres et 57% des indiens pauvres. Maintenant, et c'est sans doute le cœur du problème dans ces émeutes-là, c'est le contexte sécuritaire et migratoire de ces émeutes. Le Royaume-Uni a eu un peu la même trajectoire que la France en matière d'immigration. Dans les années 1950, le pays va s'ouvrir à l'immigration de ses anciennes colonies et notamment des Caraïbes. Et c'est ce qu'on a appelé la Windrush Generation, donc qui venait d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, mais aussi, comme je le disais, des Caraïbes. Mais alors une fois sur place, c'est l'opposé de la stratégie française, même si, on le verra, le résultat entre la stratégie d'intégration française et anglaise est globalement le même aujourd'hui. En fait, les Anglais, ils en ont un peu rien à foutre de l'intégration. C'est la fameuse stratégie communautariste anglaise. En gros, je vous la résume, hein, en gros, les communautés arrivent en Angleterre et vivent un peu comme au bled, mais en Angleterre, en gros. J'ai pas vu beaucoup de sources sur le sujet, mais on peut penser assez légitimement que c'est un héritage de la stratégie coloniale anglaise qui consistait à ne jamais assimiler les sujets qu'on avait conquis, qu'on avait colonisés, mais juste à les gouverner, comme ce qu'ils ont fait en Inde. Donc depuis 1950, progressivement, vont se créer au Royaume-Uni des enclaves ethniques qui correspondent à chacune des communautés que l'Angleterre a accueillies. Et les Blancs, dans tout ça, sont en train de disparaître. Et je ne dis pas ça pour faire peur, mais parce que au Royaume-Uni, les statistiques ethniques, elles existent. Ils étaient 92% en 2001, et 20 ans après, ils sont 80%. Ils sont progressivement remplacés par les communautés des anciennes colonies, notamment pakistanaises et bangladeshis. Alors récemment, ça a fait beaucoup de bruit, Leicester est devenue majoritairement non blanche. Et l'islamisme, là-bas, il est directement lié à des salafistes pakistanais. Un autre exemple qui est assez parlant, Londres, par exemple, devrait devenir non blanche d'ici 2030. Le maire de Brighton, c'est aussi un exemple qu'on avait eu sur les réseaux sociaux, le maire de Brighton, c'est Mohamed Azaduzaman. Et quand vous voyez la cérémonie d'intronisation du bonhomme, vous n'êtes pas en Angleterre. Je vous dis pas ça avec un jugement de valeur, en mode c'est pas bien, c'est nul, c'est chiant, enfin on s'en branle. Mais c'est juste pour que vous compreniez l'état d'avancement du bouleversement démographique de la population anglaise et surtout comment cette population anglaise, autochtone on va dire, réagit à ce changement de peuple. Donc il y a une immigration qui augmente, et y compris depuis le Brexit, hein, et surtout une immigration qui ne s'intègre pas due à la politique communautariste du pays, voire parfois pire. Alors, je ne sais pas ce qui est le contraire de l'intégration, mais en Angleterre, on a dans certaines villes, dans certains quartiers, on a des tribunaux islamiques. Et tout ce contexte-là migratoire, sécuritaire et d'intégration va jouer un rôle dans les émeutes, vous allez voir. Je dis y compris depuis le Brexit, parce que depuis le Brexit, l'immigration s'est envolée, ce qui est paradoxal, parce que beaucoup de gens ont voté pour le Brexit, justement contre l'immigration. Entre 2022 et 2023, les Anglais ont enregistré 600 000 entrées nettes, ce qui représente la plus forte immigration depuis 1949, pour paraphraser le très bon dossier de Marianne sur le sujet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une personne sur 6 est née en dehors du royaume, ce qui est énorme. Au niveau sécuritaire maintenant, les Anglais subissent de plus en plus ces fameuses attaques à l'arme blanche. En 2023, il y a eu 45 000 incidents impliquant l'utilisation d'armes blanches dans le pays. Et si on se focalise sur une ville qui catalyse un peu tous ces problèmes d'intégration et de violence, la ville de Londres, par exemple, en 2023-2024, il y a eu plus de 15 000 infractions liées à des instruments tranchants à Londres. Il y a carrément un site qui répertorie les attaques au couteau en temps réel. C'est lunaire le truc. Grâce aux statistiques ethniques, on sait qui produit et sur qui sont produites ces attaques en majorité. Et ce sont des jeunes noirs anglais, pour la plupart issus de gangs. Ils représentent 3% de la population totale, mais 15% des arrestations liées aux crimes violents. En tout, c'est une augmentation de 78% des infractions dans le style, donc des infractions liées à l'arme blanche, que doivent subir les Anglais. La plupart, évidemment, sont liées à des conflits entre gangs, donc ne touchent pas directement des Anglais dans les territoires plus reculés, mais dans les grandes villes, tout le monde est visé. Londres, Birmingham et Manchester notamment. Et cette violence, elle commence depuis récemment à toucher tout le monde, y compris les milieux ruraux et les petites villes.
Pour rappel, au moment où j'écris cette vidéo, on a eu une autre attaque au couteau qu'on appelle une attaque gratuite à Londres. On peut dire, sans trop se mouiller, contrairement à Mia Khalifa, que les attaques au couteau sont un problème qui sont structurels pour la sécurité en Angleterre et pour les Anglais. Il y a une affaire aussi qu'il faut qu'on aborde et qui va marquer les Anglais, c'est l'affaire des viols de Rotterdam. Et si j'en parle, c'est que cette affaire, elle va traumatiser les esprits anglais au point où c'est encore une référence dans les émeutes actuelles, ou en tout cas dans les émeutes qu'il y a eu cet été. Je ne détaille pas l'affaire parce que ce sera l'objet d'une vidéo dédiée, mais en gros, entre 1997 et 2013, des fillettes blanches vont être exploitées sexuellement par un gang de Pakistanais. Mais alors, pourquoi ça marque autant ? Déjà parce que c'est ultra violent, de fait, mais surtout parce que les viols de ces gamines étaient connus des familles qui ont alerté la police et les services sociaux, mais ces deux organes, de peur d'être accusés de racisme, ont dissimulé l'affaire. C'est pour ça qu'on compare souvent l'affaire des viols de Rotterdam à l'affaire des viols de Cologne. Bref, en l'occurrence, pour cette histoire de viol par un gang de Pakistanais, on parle de 1500 enfants violés. Et en fait, cette affaire-là va avoir deux conséquences très concrètes pour l'Angleterre. La première, c'est que l'anglais blanc moyen va comprendre que le vivre ensemble ne marche pas et ne marchera jamais. Et la seconde, c'est ce qui se joue en fait actuellement, c'est la perte de confiance absolue dans les autorités qui ont dissimulé les viols collectifs, donc la police et l'administration locale, et par extension dans le gouvernement anglais. Donc voilà, j'ai planté le décor et le contexte qu'a l'anglais moyen ou l'anglais issu du bastion ouvrier quand il apprend le meurtre de ces 3 gamines tuées par ce Rwandais. Dans un premier temps, un nom musulman, Ali al-Shakati, circule sur les réseaux sociaux qui sous-entend que le meurtrier serait probablement pakistanais ou en tout cas d'origine pakistanaise. Dans la confusion, des commerces pakistanais commencent à être attaqués par les émeutiers. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que 2 jours après, la police, puisqu'elle voit qu'on commence à s'attaquer à des commerces communautaires pakistanais, annonce l'identité du tueur qui se révèle être, comme je le disais en début de vidéo, un mec d'origine rwandaise. Et si la police fait ça, c'est qu'elle pense avoir affaire à des émeutes racistes anti-pakistanaises. Et fatalement, si on se rend compte que les Pakistanais n'ont rien à voir dans le meurtre des enfants qu'il y a eu pendant le mois de juillet, alors c'est tout bon, quelque part tout roule. Ben non, ces émeutes, selon moi, elles sont motivées par le ras-le-bol des classes ouvrières et moyennes blanches concernant l'insécurité, l'économie ou le politique. Et cette insécurité, on la critique et l'immigration, d'où qu'elle vienne. Et c'est pour ça que l'annonce qu'il s'agissait d'un Rwandais ne va pas calmer les émeutiers. Au contraire, ça va élargir le spectre, puisqu'on sait maintenant que l'immigration, d'où qu'elle vienne, non pas seulement pakistanaise, peut amener des gamines à se faire chlasser pendant un concert de Taylor Swift. Les émeutes populaires vont être accompagnées, voire alimentées, par la droite nationale anglaise, notamment via la figure assez controversée de Tommy Robinson. Mais ça reste avant tout, un peu à la manière des Gilets jaunes en France, une révolte sociale pour toutes les raisons que j'évoquais un peu plus haut, un peu plus tôt dans la vidéo. Et très rapidement, la révolte s'étend à d'autres villes anglaises, à Birmingham, à Manchester et jusqu'à Londres. Typiquement dans les villes où cette tension ethnique est assez forte. Et comme ces émeutes brassent très large, de la petite bourgeoisie anglaise blanche jusqu'au dernier des prolos, en passant par des groupes de hooligans radicaux, on va avoir évidemment des débordements. Des débordements qui restent, selon moi, quand même à la marge. On fait remonter certains pillages et certains tabassages racistes. Face à ça, et comme le pays, je le disais tout à l'heure, est un pays qui est multiethnique, les autres ethnies s'organisent pour se défendre. Je mets ça entre guillemets parce que certains évidemment vont se défendre, mais d'autres vont juste commencer à ratonner des blancs un peu random dans les rues anglaises. En tout cas, des images qu'on a. Et progressivement, ça se répond. Attaque de commerce communautaire musulman. Réponse immédiate de la communauté visée par cette attaque. Et tout semble amener, en tout cas les prémices sont là, d'une guerre ethnique. Et je ne vais pas vous faire un déroulé spécifique de ces manifestations et de ces contre-manifestations, mais il y a une espèce de pattern qu'on va avoir pendant tout l'été. C'est un appel à manifestation de la droite, et Dieu sait qu'il y a différentes droites et différentes extrêmes droites dans le pays. Ensuite, contre
manifestations communautaires et antifascistes, affrontements violents entre les communautés, que ce soit les communautés pakistanaises contre les communautés blanches, affrontements entre les communautés blanches et contre la police, affrontements entre la police et les communautés pakistanaises, bref, tout semble monter vers une violence radicale, une violence totale dans le pays. Et on va voir deux camps dans ces affrontements, des patriotes et des nationalistes anglais contre des Pakistanais avec des soutiens, en tout cas contre la communauté pakistanaise avec des soutiens des antifascistes locaux, voire nationaux, voire internationaux, avec le débarquement, un peu à l'instar de Guillaume le Conquérant, de Raphaël Arnaud. Parce que, évidemment, je ne suis pas caricatural, qu'on soit très clair. Le processus qui va amener à la violence, c'est le suivant. Initialement, les manifestations qu'on va avoir en Angleterre sont des hommages aux victimes. Mais la répression brutale du mouvement va évacuer les éléments pacifistes, donc les familles, les apolitiques et les soutiens un peu divers et variés, de sorte qu'il va rester que ceux qui ont l'habitude de la confrontation avec la police ou ceux qui sont des militants durs de l'extrême droite anglaise. Donc dire que c'est des manifestations d'extrême droite, c'est vrai, mais à un certain moment. Évidemment qu'une fois que la police et les communautés pakistanaises sont tombées sur ceux qui rendaient hommage, évidemment, il reste que l'extrême droite violente anglaise, c'est sûr. C'est pour ça que, d'après l'institut de sondage YouGov, les manifestants pacifistes sont soutenus par 58% de la population anglaise, qui rappelle qu'elle ne soutient pas les violences dans les émeutes. C'est exactement les mêmes statistiques qu'on avait pendant les Gilets jaunes. Les Français soutenaient majoritairement les Gilets jaunes, mais ne soutenaient pas les violences. Et si on reste dans les chiffres, pour voir que le sentiment de révolte est soutenu, mais pas la manière, 67% des Britanniques estiment que la politique d'immigration est responsable des violences, mais cette même population anglaise condamne les émeutiers. Donc on a une situation qui est extrêmement tendue, avec des éléments violents d'extrême droite et d'extrême gauche, des groupes ethniques qui patrouillent littéralement dans les villes anglaises, des cimetières musulmans qui sont profanés, enfin bref, c'est la merde quoi, clairement. It's the crap, comme on dirait là-bas. Et là vous allez me dire, oh mais Georges, tu fais une vidéo ultra longue sur les émeutes en Angleterre, mais tu n'abordes pas le sujet Elon Musk. C'est une honte, Georges. Alors attention, attention mes petits amis. Et là on entre dans mon analyse personnelle. Vous avez le droit de ne pas la partager, mais au moins faut l'écouter les copains. Elon Musk et plus généralement les réseaux sociaux, notamment X, les fake news et tout ce qu'on veut, tout ça c'est des symptômes. C'est pas la maladie en elle-même, c'est le symptôme. Les émeutes qu'on a eues cet été selon moi, c'est l'expression de l'éclatement du vivre ensemble anglais. Et en fait, c'est un processus qui a été entamé depuis très longtemps. Ce processus, il commence par une perte progressive de la confiance qu'on pouvait avoir dans les institutions gouvernementales et dans les médias traditionnels, et il aboutit à la fake news. L'anglais de base, il constate que les promesses du gouvernement ne sont jamais tenues, notamment en matière d'économie et en matière de sécurité. Et surtout, cet anglais, il se rend compte que le gouvernement et les médias qu'on appelle les médias mainstream, ils peuvent mentir pour protéger un récit. Je vous renvoie à l'affaire des viols de Rotterdam. Pendant cette affaire-là, le gouvernement anglais va mentir pour protéger le vivre ensemble. Donc il y a une perte de crédibilité des anciens moyens de communication. C'est ce qu'on appelle la théorie de la méfiance institutionnelle. Un mec perd la confiance du public et le public va se dire que c'est pas seulement le mec qui est une merde, mais c'est tout ce qui gravite autour de ce mec qui pue la merde. Cette perte de confiance des Anglais dans les médias mainstream et dans le gouvernement est amplifiée parce que Elie Pariser appelle les bulles de filtre. Ou alors la traduction française est un peu chelou, c'est les chambres à écho. En gros, à cause des algorithmes, vous allez être confronté qu'à des gens qui pensent exactement comme vous. Et ces gens-là se méfient, comme vous, du récit officiel et à juste titre. Donc ce processus-là, il radicalise mécaniquement n'importe quel mouvement. Et c'est renforcé par des condamnations qui vont être lunaires. On va avoir des condamnations de certaines personnes qui vont écoper de prison pour des posts Facebook. Posts qui réclamaient plus de sécurité dans les rues et moins d'immigration. So I'm actually being arrested. You're going to be arrested, okay? Right, Take and- you up to the police station. Right. Ask you, okay, this is in relation to some comments that you've made on a Facebook page.
Et plus globalement, ces Anglais qui voulaient de la sécurité et de l'ordre, notamment concernant les récentes émeutes pour la Palestine et plus anciennement pour le mouvement Black Lives Matter, ces Anglais-là, ils ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup, le gouvernement est ultra répressif avec eux. Et c'est là qu'intervient Elon Musk. C'est dans ce climat de méfiance généralisée que Elon Musk va dire « Hey les gars, il y a un espace sécurisé pour vous, c'est le réseau social X ». Donc toute la méfiance qu'on a perdue dans les médias officiels et dans le gouvernement, on le place dans ce réseau social. Ce qui donne évidemment lieu à des fake news, puisque informer, c'est pas le rôle initial des réseaux sociaux. En tout cas, c'est pas sa vocation première. Mais en même temps, quand le récit officiel a factuellement été démenti au prix de 1500 gamines violées, quand des violeurs sont libérés pour y mettre des condamnés pour un post Facebook, comment s'étonner que se développe un contre-récit? Comment s'étonner que des utilisateurs recherchent une liberté d'expression qu'ils n'ont plus dans leur pays? Quand le commissaire de police Rowley explique à Sky News qu'on peut aller lever quelqu'un pour des posts Facebook tout en libérant des criminels, comment ne pas voir, comme l'anglais l'a vu, une justice à deux vitesses? Parce que des fake news, il y en a eu de tous les côtés. Rappelons que Nick Lowes, le directeur de l'association caritative antiraciste Hope Not Hate, a fait circuler qu'une femme musulmane a été attaquée à l'acide par des fascistes anglais. Il s'en est excusé parce qu'évidemment c'était faux, mais ce genre d'information, ça peut aboutir à des lynchages, et ça a été le cas. Et c'est précisément mon point. Quand une fausse information peut aboutir à des lynchages, c'est qu'il y a un climat propice au lynchage. Il faut qu'il y ait une dislocation sociale, il faut qu'il y ait des tensions ethniques et une suspicion pour que la fausse information soit utilisée comme légitimation à la violence. Dans une société apaisée, la fausse information, elle ne prend pas parce que la cohésion sociale l'empêche et la restreint, cette fausse information. Il faut qu'il y ait un terrain propice pour que la fausse information devienne une preuve d'une idée qu'on avait déjà au préalable. Si demain, il y a une fake news de protestants contre les catholiques en France, on ne va pas avoir des hordes de protestants cramer des églises et décapiter des prêtres. En revanche, s'il y avait eu la même fake news pendant les guerres de religion en France, la fake news ou la rumeur aurait pu aboutir à des scènes de lynchage populaire. Et alors, petit détour, en théorie de la communication, on parle de réceptivité. La fake news ou la rumeur est directement liée à un imaginaire préexistant. Et cet imaginaire qui existe avant la fake news ou avant la fausse information, cette idée qui prend actuellement en Angleterre, et le climat qui amène cette idée à prendre forme, c'est la guerre civile. Et si on devait retenir une seule des interventions d'Elon Musk sur les émeutes en Angleterre, c'est quand il dit que la guerre civile est inévitable, pour parler des tensions qu'il y a actuellement au Royaume-Uni. C'est intéressant parce qu'on va l'accuser, Elon Musk, de jeter de l'huile sur le feu. Déjà, moi j'ai un peu de mal avec cette expression, je trouve qu'elle n'a pas de sens. Si quelqu'un jette de l'huile sur le feu, c'est qu'il y a un feu. Donc, gérons le feu autant que celui qui a l'huile. Enfin, je sais pas. Ensuite, c'est un invariant assez malhonnête des médias mainstream ou du récit officiel qui consiste à expliquer que celui qui décrit une situation la souhaite. C'est aussi la critique qu'on avait pu faire au candidat Éric Zemmour durant la campagne présidentielle. C'est un espèce de procès en projection. On va dire qu'une personne qui constate souhaite une situation. Alors que j'ai quand même l'impression que c'est l'inverse. C'est même précisément l'inverse. Ceux qui alertent sur un risque de guerre civile dans les pays occidentaux sont précisément ceux qui la redoutent le plus. Personne, en tout cas personne que je connais, n'a intérêt à une guerre civile en Occident. Pour vous donner une comparaison un peu absurde et un point Godwin bien comme il faut, en 1942, il y a un télégramme qui est envoyé aux Américains et aux Britanniques. Ce télégramme est rédigé par Gerhard Regner et il informe les Américains et les Anglo-Saxons qu'il y a un plan d'extermination des Juifs en Europe de l'Est et en Allemagne. Ça viendrait à l'esprit de personne de dire « Ouais, ce télégramme m'a l'air de vouloir cette extermination. Quelque part, le télégramme de Regner veut cette extermination. Il jette de l'huile sur le feu. » Bah non, au contraire, il s'inquiète et il informe d'une situation qui est grave. Pour revenir sur Elon Musk, je crois que malheureusement, en Angleterre, au Royaume-Uni et en Occident, la guerre civile est proche. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, si on prend ces émeutes comme point d'analyse, pour la première fois, c'est des émeutes qui sont ethniquement violentes. Ce qui est quasiment inédit dans le pays. Et c'est lié à ce que je vous disais en début de vidéo sur la segmentation ethnique du Royaume-Uni. En gros, je schématise évidemment, mais en gros,
là-bas, si tu viens d'une communauté, tu peux n'avoir strictement aucun lien avec une autre communauté du pays. Ça fonctionne en temps de paix, mais en temps de guerre ou en temps de tension, tu n'as strictement aucune attache, aucune empathie pour un autre groupe puisque tu ne partages rien avec lui. Il y a une espèce de développement des communautés complètement séparées, quoi. Les communautés ne vivent pas ensemble et ne se côtoient jamais. Ces communautés-là n'ont pas les mêmes valeurs, ces communautés-là n'ont pas la même culture, parfois même pas les mêmes lois, avec pour certains, dans certains territoires, des tribunaux islamiques. Ces communautés n'ont pas les mêmes centres d'intérêt et j'en passe. Et c'est pas parce qu'il y a 2-3 bourgeois antifa blonds aux yeux bleus qui soutiennent ces migrants à Londres que le fond des émeutes n'est pas communautariste et ethnique, sachant que ces bourgeois ne soutiennent ces mouvements que par détestation ethnique des prolétaires blancs. Donc le facteur ethnique reste essentiel. Un autre argument en faveur d'une guerre civile prochaine, c'est la théorie de la polarisation. À mesure que les années passent, ce phénomène de communautarisation ethnique va s'accentuer et se radicaliser sur fond de méfiance envers les institutions et sur fond évidemment de crise économique. La première réponse sécuritaire des minorités ethniques n'a absolument pas été d'aller voir les institutions, mais ça a été de créer des milices locales. Qui dit milice locale dit loi et juridiction propre. Ces groupes d'autodéfense sont le symptôme d'une fragmentation sociale et là aussi, c'est un invariant des pré-guerres civiles. C'est l'étape 1 ou l'étape 20, ça dépend d'où on se place, d'une escalade de la violence ethnique qui devrait aboutir à des morts dans les prochaines années. Le tout dans un contexte général de peur des Anglais d'une guerre, puisque 45% des gens qui habitent au Royaume-Uni pensent que les tensions raciales vont s'aggraver et 25% estiment qu'une guerre ethnique pourra éclater dans les prochaines années. Et de mémoire, il n'y a aucun pays qui peut faire cohabiter des communautés aussi différentes sans un conflit et une partition à terme. Et si on reste dans l'analyse historique, on garde en tête que des émeutes qui mettent le feu aux poudres sur fond de conflits ethniques et de communautarisme, ça a déjà existé. Ça a existé au Liban dans les années 70 et plus récemment, ça a existé en Yougoslavie à la fin des années 80. Et ça n'aurait aucun sens de dire que c'est les fake news ou c'est ceux qui jetaient de l'huile sur le feu qui ont déclenché ces deux guerres civiles. Ces 40 ans de développement communautaire et culturel séparés qui ont explosé à la gueule du monde et ce très violemment. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce qui s'est passé au Royaume-Uni durant l'été. Est-ce que vous pensez que l'analyse est juste? Est-ce que vous trouvez que je suis un peu défaitiste? Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!